Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Hove pour explorer l'univers passionnant de la personnalité. Au fil de notre échange, nous allons découvrir ce qu'est la personnalité en psychologie, ses fondements, ses grands modèles, ses manifestations dans nos relations et même son évolution tout au long de la vie. Si tu es curieux de connaître ta personnalité et de savoir comment elle influence tes relations, ta santé mentale, ton travail ou tes performances, alors cet épisode est fait pour toi. Attends-toi à apprendre de quoi est composée ta personnalité, quels sont les outils fiables pour l'évaluer, en quoi ta personnalité façonne-t-elle ta manière d'aimer, de travailler ou de traverser les épreuves, comment ta personnalité évolue tout au long de ta vie, comment connaître ta personnalité et celle des autres peut t'aider dans tes relations, comment faire évoluer ta personnalité, comment la psychologie aborde le concept de soi, comment changer les narratifs dans lesquels tu t'enfermes, et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu repartiras avec une vision plus claire et nuancée de ta propre personnalité et de celle des personnes qui t'entourent. Et tu seras à même de faire évoluer ta personnalité et tes narratifs afin d'améliorer ton bien-être. Un second épisode sortira la semaine prochaine dans lequel nous explorerons le rôle de la personnalité dans les performances sportives. J'espère que tu prendras autant de plaisir à nous écouter que nous en avons pris à le faire. Et sans plus attendre, voici Denis Hove. Bonjour Denis. Bonjour Corentin. Merci d'abord d'avoir participé à cet épisode, d'avoir accepté de venir. C'est vraiment généreux de ta part. Avec plaisir. Je trouve que c'est un format très intéressant, très pertinent aujourd'hui et vraiment, je te félicite pour cette initiative. Et je suis très content d'y participer. Écoute, merci beaucoup. Pour commencer, je te propose de te présenter, de dire aux auditeurs un petit peu sur quoi est-ce que tu travailles, qui tu es et surtout comment est-ce que tu en es arrivé à la recherche puisque c'est pas un domaine qui est le plus simple à étudier et peut-être pas non plus le plus satisfaisant. Il y a beaucoup d'échecs quand on avance et donc comment est-ce que tu en es arrivé là et qu'est-ce qui te plaît dans ton boulot? Alors, donc aujourd'hui, je suis professeur de psychologie du sport à l'université, à l'Institut des sciences du sport de l'université de Lausanne, donc en Suisse. Lausanne, c'est la capitale du sport, hein. Il y a le CIO, il y a les fédérations internationales, etc. Donc c'est une place vraiment idéale, hein, voilà. Comment je suis arrivé là? En fait, j'ai un double cursus de formation. J'ai un cursus de formation en sciences du sport. J'ai été professeur agrégé d'éducation physique en collège. J'ai commencé comme ça. C'était mon premier boulot dans une vie antérieure, comme on dit. Et puis j'ai poursuivi, etc. Et puis j'ai commencé à faire des études du second cycle, on appelle ça, et troisième cycle, on appelle ça à l'époque comme ça, hein, en sciences du sport et plus particulièrement sur la psychologie. Et j'ai aussi donc un cursus de formation en psychologie, hein. Je suis psychologue du travail et des organisations, ce qui me permet en fait de mettre ensemble ces deux dimensions, les sciences du sport d'un côté et la psychologie de l'autre, et pour avoir une approche peut-être de la psychologie du sport un peu originale, hein, pas seulement que clinique, hein, mais aussi avec l'expérience du corps, l'expérience de l'éducation, du physique, cette expérience, je dirais, du terrain, hein. J'ai été aussi entraîneur en sport, donc je connais bien un peu tous ces environnements, ce qui me permet d'avoir un peu une vision peut-être un peu élargie de ces questions-là. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis chercheur, un peu comme tous les profs d'université, hein. Je suis chercheur. Alors je travaille sur le développement des talents en sport. C'est un de mes axes de travail aujourd'hui actuels, hein, et plus particulièrement sur les dimensions psychologiques du développement des talents, dans lesquelles on inclut la personnalité, bien évidemment. Je suis enseignant, je donne des cours à mes étudiants, voilà, de bachelor, on dit en Suisse, c'est les licences, et puis de master. J'ai des doctorants, et puis j'ai des responsabilités administratives dans pour différentes choses pour l'université, voilà. Puis je fais de la formation continue aussi, je donne des formations continues en psychologie du sport. Donc pour des gens qui veulent devenir psychologue du sport, ou pour des gens qui s'intéressent tout simplement à la psychologie du sport, à ces questions-là, les parents, les kinésithérapeutes, parfois des médecins. C'est très large en fait. On se rend compte que beaucoup de gens s'intéressent à ça. Voilà. Et puis j'ai une activité de consulting auprès. Alors ça, je fais ça depuis de nombreuses années, hein, auprès des fédérations, des entraîneurs et de sportifs d'accompagnement, hein, on dit.
on peut dire consulting, mais c'est de la psychologie du sport. Certains disent préparation mentale. Bon, ça c'est pour ceux qui n'ont pas les titres de psychologue. Voilà. En gros, c'est ça, quoi. Voilà. Donc, je travaille beaucoup avec les fédérations et les sportifs aussi. Voilà. Ok, super. Bah, je te propose de plonger directement dans le cœur du sujet et que tu nous expliques ce qu'est la personnalité, puisque c'est un concept auquel j'ai l'impression qu'on est un peu tous familiers comme ça. On en parle tout le temps, on se définit tous d'une certaine manière. Mais comment est-ce que c'est réellement considéré aujourd'hui en psychologie? Alors oui, je pense que la façon de formuler la question, elle est très pertinente. C'est-à-dire, effectivement, tout le monde sait un petit peu ce que c'est que la personnalité. On pourrait donner une définition assez simple de la personnalité. Les gens connaissent pas forcément le modèle Océan, hein, qui est l'acronyme qui permet de traduire ce que c'est que le Big Five, les 5 traits de personnalité. On va avoir l'occasion d'en parler beaucoup aujourd'hui, je pense, hein. C'est la définition simple, mais en fait, ce que les gens peut-être dans leur représentation, ils ont une représentation assez simple et plutôt juste de la personnalité, hein. La personnalité, c'est nos dispositions à générer des pensées, des émotions et des actions, hein. Donc ces dispositions-là qui nous conduisent à ces trois éléments clés là, voilà, et qui sont relativement cohérentes et stables chez les individus. Voilà, ça c'est le modèle on dit du Big Five, hein, du Five Factor Model, c'est-à-dire on peut résumer en 5 facteurs ces traits de personnalité. Donc ça c'est la définition, je dirais, la plus simple, la plus solide, hein, rigoureusement scientifique, et qu'on utilise partout, et qui donne une première approche de la personnalité. Mais en fait, la question est bien plus complexe que ça, parce que la personnalité, aujourd'hui, on l'appréhende d'une façon peut-être d'une façon plus élaborée que cette vision un peu simple, mais juste, mais simple, de la personnalité. D'abord, peut-être la première complexité qu'on envisage, c'est de dire, ok, la personnalité, c'est toujours une question d'interaction avec des situations. On appelle ça la théorie, la théorie de l'activation des traits en situation, hein. Donc, c'est, ça veut dire que les traits s'expriment toujours dans une situation particulière. Ok. Donc, ça veut dire que ce qui rend complexe la compréhension de la personnalité, c'est qu'il faut toujours la mettre en interaction avec des situations. Et donc, dans certaines situations, on voit la personnalité qui s'exprime clairement, puis dans d'autres, on la voit moins. Donc, ce qui donne une approche déjà un peu plus complexe, qui nécessite aussi une théorie des situations. Pas seulement que la personnalité, mais aussi des situations. Voilà, je pense ça c'est le premier point de la complexité. Ensuite, deuxième point de complexité, je dirais qu'aujourd'hui, alors c'est dit dans tous les cours de psycho, hein, mais peut-être qu'on ne mesure pas vraiment la conséquence que ça peut avoir. Mais aujourd'hui, on n'a plus une approche catégorielle de la personnalité. Vous savez, l'approche catégorielle, c'est tu dis ah lui il est extraverte, ah lui il a un esprit de compétition, tu vois, par exemple, tu vois. Et on met les gens dans des cases, etc. On n'a plus cette approche catégorielle, on a une approche dite dimensionnelle. C'est-à-dire, on met les gens sur un continuum, et ce continuum permet de faire un peu plus peut-être de nuances dans le comportement des personnes. Et alors, ce continuum, il fonctionne avec 2 outils complexes aussi, hein. C'est d'abord les normes de référence. C'est-à-dire, une personnalité, elle est toujours en comparaison avec une norme de référence. Donc, par exemple, comme je disais tout à l'heure, hein, si je dis tu extravertes, c'est-à-dire très extraverti, en fait, j'ai pas le droit de dire ça. Dans l'absolu, j'ai pas le droit de dire ça. Si j'ai pas un élément de comparaison qui est cette fameuse norme, hein, cette fameuse norme. Et donc, les normes, elles peuvent varier aussi en fonction des situations. Par exemple, on sait que les gens, quand ils répondent à la question de la personnalité dans un contexte de sélection, c'est-à-dire pour obtenir un travail, par exemple, et quand ils répondent dans un contexte de bilan, ils vont pas répondre du tout de la même façon. Donc, ça veut dire qu'il faut, pour comprendre comment ils répondent, bah, il faut toujours les comparer avec une norme qui est la norme de sélection, la norme de bilan, par exemple, qui est pas la même. D'accord? Donc, du coup, quand on a la mesure de quelqu'un, je sais pas si on dit quelqu'un en caractère consciencieux, il mesure 1,75 m, je prends cet exemple-là, hein. On peut pas dire s'il est grand ou il est petit. Ça dépend en fait du contexte dans lequel il est. Donc c'est ça cette fameuse norme de référence, et qui permet ensuite, avec la norme de référence et avec des outils statistiques, c'est peut-être le deuxième élément qu'on utilise. Une fois qu'on a fait cette norme, une fois qu'on a cette population de référence auquel on va comparer, ben on fait avec des statistiques, on a la moyenne. En fait, cette norme, elle répond à une courbe de Gauss, hein, une loi normale. Donc on a une moyenne, des écarts types, et puis on fait des classes
Donc, on fait des classes qui permettent peut-être de segmenter un peu ce continuum là, et puis de dire bah voilà, la personne elle est à la moyenne par rapport à la population de référence, plus un écart type, plus deux écarts types, plus trois écarts types, et plus on s'éloigne de la moyenne et de l'écart type de la population de référence, plus on a un trait de personnalité atypique entre guillemets ou peut-être qui va s'exprimer de façon atypique. Voilà. Donc on a ces outils là complexes qui rend complexe les éléments. Ensuite, je pourrais dire aussi que cette perspective dimensionnelle, elle a vraiment généré des choses très importantes sur la façon de concevoir la personnalité, et notamment dans la liaison entre la personnalité normale et la personnalité pathologique. Hein. Les chercheurs spécialisés dans l'approche des 5 facteurs, hein, et les psychologues cliniciens ont réussi à se mettre ensemble pour considérer que cette fameuse approche dimensionnelle de la personnalité permettait aussi d'expliquer la variance qu'on pouvait avoir dans les comportements inadaptés qu'on a dans la personnalité pathologique entre guillemets quoi. Voilà. Et ça a été un truc incroyable parce que en psychologie, en psychologie, moi quand je faisais de la psychologie à l'université, les psychologues de la personnalité et les psychologues cliniciens ils se parlaient pas. Hein. C'était deux approches incompatibles. Hein. Et maintenant, aujourd'hui, on y arrive, quoi. Voilà, c'est ça qui est incroyable. Quoi. Voilà. Après, je pourrais dire aussi il y a d'autres niveaux de complexité qu'on trouve dans le caractère dynamique de la personnalité. Souvent, on a tendance à penser, et ça aussi, je pense que ça circule pas mal dans le sens commun, entre guillemets, hein, de dire que la personnalité, c'est quelque chose de stable, de fixe, on est comme ça, et puis voilà. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que la personnalité, bah, elle évolue, il y a une dynamique de changement, etc. Donc, il y a une dynamique de changement temporel, hein, c'est-à-dire que ça va évoluer, on en reparlera sans doute ensemble. Et puis, il y a une dynamique intrinsèque que je trouve qui est très intéressante, c'est-à-dire que c'est pas seulement que les 5 traits, mais c'est l'articulation des traits entre eux qui va faire la singularité de la personne. Et ça, quand on creuse avec tous les modèles de personnalité, tous les traits, toutes les facettes qu'on peut identifier, ça donne des combinaisons incroyables, quoi, d'une complexité incroyable. Quoi. Voilà. Peut-être peut-être un dernier point encore, c'est quand on pense personnalité, on pense souvent Big Five, mais il existe des modèles dits multiniveaux de la personnalité, hein, qui intègrent d'autres dimensions que les dimensions dites dispositionnelles, c'est-à-dire les fameux 5 traits là, voilà. Et notamment, je pourrais citer le modèle de McAdams, qui est un des modèles que j'utilise le plus souvent, hein, Dan McAdams, qui lui a caractérisé ce qu'il appelle la dimension narrative de la personnalité. C'est-à-dire cette dimension qui est liée à l'expérience et à la façon dont on raconte ce que l'on est à travers nos propres histoires. Ce qu'on fait ici, là, hein, tous les deux. Hein. On se raconte des histoires. Hein, voilà. Mais ces histoires-là, elles contribuent à la constitution de notre personnalité. Voilà. Et donc, quand on articule un peu tous ces éléments-là, eh ben, on se dit, waouh, ça devient comment dire, un champ d'études et un champ de compréhension du fonctionnement de l'individu qui est extrêmement riche et complexe, forcément complexe, hein, mais c'est tout l'intérêt du travail sur la personnalité aujourd'hui. Voilà. Surtout que je peux imaginer que la complexité, elle s'ajoute au fait de, comme tu disais, des situations, qui est que si je vais être à un entretien d'embauche, je vais passer un test de personnalité, et je sais qu'en fonction des résultats, il va me prendre peut-être ou non. Et du coup, je vais peut-être essayer de mentir en plus dessus, en tout cas, ou d'essayer de paraître une autre façon, ce qui fait que la norme va changer, là où peut-être que dans un côté clinique pour un bilan, je vais peut-être essayer de faire paraître d'autres côtés de ma personnalité, ou d'accentuer un petit peu. Et vu que c'est tout au niveau de l'individu, de sa subjectivité, de comment est-ce qu'il se perçoit sur le moment, bah, la complexité va être que du coup, bah, forcément, en fonction des situations, comme tu disais, vu que c'est basé sur une référence, on va devoir la changer, puisque sinon, on va paraître, par exemple, sur un travail, on va vouloir se faire passer pour consciencieux, qui fait bien les tâches, etc. Et donc, tout le monde va un petit peu booster son image de lui-même. Et du coup, la norme qu'on va mettre, par exemple, à 50%, bah, tout d'un coup, on va avoir une deuxième courbe normale qui va être décalée, par exemple, sur la droite. Et donc, je peux imaginer que, en plus, en fonction des situations, du coup, ça rend encore plus complexe cette interprétation. Et donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer, tu as parlé du modèle Océan et du Big Five, quels Ouais. sont les différents traits? Et ce que j'aime bien dans ce modèle-là, c'est que souvent, on a l'impression qu'être dans la moyenne, c'est un peu nul. Mais ce que j'aime bien dans ce modèle-là, c'est que peu importe où on se situe sur le spectre, il y a toujours des avantages et des défauts qui s'accompagnent. Et du coup, il n'y a pas vraiment de position qui est meilleure. Parce que du coup, en fonction des situations, ça va changer. Et donc, parfois, ça va être à notre avantage, parfois à notre désavantage.
C'est ça. Alors, tu as raison sur le principe, c'est-à-dire que comme tu as bien compris le système, c'est la personnalité, elle va s'activer en fonction des situations. Ce qui pourrait être, entre guillemets, «un avantage» dans certaines situations peut devenir un inconvénient dans une autre. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas dire, on a des forces ou des faiblesses. Tu vois? J'aime pas dire, tu vois, le côté un peu défaut, j'aime pas trop ça. Je trouve que ça a pas de sens parce qu'en fait, bon, bien sûr, il y a des trucs qui rendent la vie plus facile, on est OK, hein. Il y a des il y a des traits de personnalité qui rendent la vie plus facile. Mais il y a toujours des situations dans lesquelles on peut trouver des avantages. En fait, c'est ça un peu le truc. Donc c'est un peu ça qui est intéressant. La question c'est, le Big Five. J'explique un peu le Big Five, Mm. c'est ça, hein? Si tu veux? OK, C'est ça d'accord. Alors exactement. donc on a 5 traits de personnalité qui résument finalement, de façon, complète, suffisamment, claire ce que peut être la personnalité, les dispositions de personnalité d'une personne. Alors on peut le faire dans différents ordres. Moi je l'ai fait comme ça, comme je le fais avec mes étudiants. Bon, c'est pas le plus important, hein. Donc je commence par le névrosisme, hein. Donc c'est Costa et Van Crae on définit, le névrosisme comme une tendance à percevoir ou ressentir la réalité comme menaçante, problématique ou pénible. D'accord? Bon. Donc, on a une façon de le voir, c'est de dire le névrosisme, c'est une façon un peu, pour moi, un peu négative. Et moi, je préfère utiliser la stabilité émotionnelle, qui est exactement l'inverse. Qui est exactement l'inverse, hein. Stabilité émotionnelle. Donc, on peut scorer haut en névrosisme et donc scorer bas en stabilité émotionnelle, ce qui revient tout à fait au. D'accord? Bon, là, on utilise névrosisme parce que c'est dans le modèle océan, c'est le N de Ouais. océan. OK? Voilà. Donc ces gens-là, ils sont pessimistes, ils ont tendance à chaque fois, hein, Oui, tendance à. oui. Ça veut dire, voilà, ça veut pas dire qu'ils sont tout le temps, mais voilà, tendance à être pessimistes, inquiets, sensibles à la contrariété, des soucis, culpabilité, insatisfaction, et puis dévalorisation de soi. Voilà. Et puis ils ont des soucis jusqu'à des soucis corporels. Hein. C'est un peu cet aspect-là qui somatique entre guillemets quoi, qui est connecté à ça. Donc en fait, les gens ils réagissent avec leur cerveau émotionnel et le volet négatif du cerveau émotionnel. D'accord? Ils voient tout avec le verre à moitié vide, systématiquement. Voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui vont scorer haut en névrosisme, d'accord? Voilà. Voilà. Donc ça, donc à chaque fois, je te fais les extrêmes, d'accord? Donc on peut être moyen en névrosisme, et on verra tout à l'heure un peu ces histoires de normes, voilà. Mais là, à chaque fois, je te fais les extrêmes pour qu'on voit, donc à l'inverse. De l'autre côté, ceux qui vont scorer bas en névrosisme ou haut en stabilité émotionnelle, bah, ils voient la vie de façon positive, ils sont pas contrariés, ils voient toujours le verre à moitié plein, etc., etc. Voilà, on peut fonctionner comme ça avec les deux extrêmes à chaque fois. Et puis on a le milieu, mais le milieu, on verra tout à l'heure. Voilà. Voilà, ça c'est le premier point. Névrosisme, stabilité émotionnelle, qui est vraiment un trait de personnalité très important parce que aujourd'hui, ce qu'on observe avec on observe un accroissement de l'anxiété, hein, voilà, depuis le Covid en fait, hein, voilà, et notamment chez les jeunes. Et donc cette stabilité émotionnelle, elle est directement affectée par rapport à ça, quoi. Voilà, d'accord. Donc on voit que la personnalité, elle peut être affectée par les événements de vie qui vont impacter la façon dont les gens vont prendre l'habitude de réagir aux situations, de penser les choses et puis de se comporter. Voilà. Ok. Donc dans le névrosisme, il y a beaucoup d'évitement. Voilà, hein. On dit comportement d'évitement. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le névrosisme. Ok. Ensuite, le deuxième trait que je voudrais voir, que je voudrais aborder, c'est l'extraversion. L'extraversion. Donc, extraversion, bon, c'est la tendance à rechercher des stimulations, hein, de se confronter et de se confronter à l'environnement, je dirais social, principalement, et c'est la définition qu'on a tous de l'extraversion. Les gens qui sont extraverts sont les gens qui, voilà, sont faciles avec les autres, etc., qui cherchent un peu cette relation-là. Mais c'est pas que ça, hein. Dans l'extraversion, il y a aussi une dimension, je dirais, énergétique. Hein. Les gens qui sont extraverts, c'est les gens qui ont la pêche, qui avancent vers leur but, etc., qui sont enthousiastes, qui ont l'entrain, et donc bien sûr dans les groupes ça se voit, mais aussi dans leur façon d'aborder les choses, d'aborder les questions, etc. Et donc on peut dire, voilà, ils envoient quoi. Hmm.
C'est vraiment le truc, tu vois? Et puis du coup, ils occupent volontiers l'avant-scène, ils sont parfois exubérants, ils mettent de l'ambiance et cetera, tu vois? Et donc voilà et puis peut-être aussi, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'est des gens qui ont souvent, des réseaux sociaux étendus, hein, beaucoup de followers. Tu vois? C'est un voilà. Donc motivation d'approche, eux, ils fonctionnent aussi avec leur cerveau émotionnel parce qu'ils aiment la stimulation, tu vois? Mais c'est le côté, positif du cerveau émotionnel, d'accord? Donc c'est vraiment, le truc, la stimulation positive, quoi, voilà, OK? C'est des gens qui sont très valorisés aujourd'hui, hein, dans le monde de l'entreprise, dans la réussite, on aime bien les gens extravertes parce que la société, enseigne cela, hein. Il faut être, énergique, si tu veux réussir, voilà et valorise les valeurs d'extraversion et les prône, avec beaucoup de force. On pourra en discuter. Je pense que donc c'est l'atout en fait de l'extraverte, hein, l'atout de l'extraverte. Mais ça c'est pas parce qu'on n'est pas extraverti qu'on peut pas réussir. Voilà, faut le noter, c'est très important, hein, voilà. Surtout que le piège de l'extraverti, qui est vraiment très extraverti, c'est l'assertivité. Et le fait d'être Voilà, assertif et donc le fait de mettre ses idées en avant, mais du coup, on a tendance à vraiment mettre nos idées devant, de boucher un peu la parole aux autres. Mais du coup, si on est en position de chef, on peut avoir tendance à foncer dans le mur parce qu'on va suivre notre idée, on va l'imposer aux autres sans laisser la place aux autres pour qu'ils viennent dire ce qu'ils pensent de l'idée, etc., pour qu'elle puisse être plus solide, plus robuste et repoussée avant d'être mise en pratique. ouais, tu raison, les extravertes, ils peuvent être très pénibles pour ça, très pénibles pour ça et il y a un bouquin de Susan Cain, hein, Cain, qui s'appelle «La force des discrets», qui est très intéressant et qui souligne le pouvoir des introvertis dans un monde trop bavard, tu vois? Ouais. Alors on a plein d'exemples aujourd'hui, hein, voilà. Heu et en fait, elle dit, dans ce bouquin elle explique tout ça, hein, elle explique que la valorisation, de l'extraverte, dans notre société, pourquoi on apprend à être comme ça, qu'est-ce qui mais et puis elle dit qu'en fait, il y a pas grand chose derrière ça, quoi. Il y a pas grand chose derrière ça, si ce n'est l'aspect énergétique, tu vois? Mais qu'un introverti a d'autres ressources et que, quand on est chef d'entreprise, par exemple, exactement ce que tu disais, et qu'on est très extraverte, on est très assertif, on veut convaincre les autres, et cetera. Mais il faut pas oublier qu'on peut avoir 50% de ses employés qui sont introvertis. Et donc, il faut aussi, voilà. Et donc, c'est un peu les conseils qu'elle donne. Donc, bref, je trouve que, voilà, on voit bien un peu les avantages et les inconvénients de l'extraverte et donc, de toute façon, en général, hein, le mieux, c'est dans la mesure, hein, des choses, toujours dans la mesure des choses. Voilà. Et juste avant de passer au suivant, Dis-moi? j'aurais une question sur l'extraversion. On entend souvent associer l'extraversion, enfin surtout l'introversion, à un retrait social, au fait d'avoir un, deux amis, pas plus, de pas être bien quand il y a du monde, etc. Et je me demandais si, parce que de ce que j'ai compris de la littérature, c'est l'introverti aime aussi les relations sociales. C'est pas un souci tellement dans les relations sociales. C'est juste que là où l'extraverti dans les relations sociales, ce qu'il va aimer, c'est la surstimulation, puisque ce qu'il cherche, c'est une stimulation continue. Et donc, il va être beaucoup plus actif, beaucoup plus énergique dans les situations sociales, mais pas directement parce qu'il aime plus les relations sociales que pour un moyen d'arriver à justement tous ces petits pics, toutes ces stimulations. Et du coup, ça laisse l'introverti de l'autre côté qui a pas besoin, qui pour lui n'est pas nécessairement besoin d'être seul constamment chez lui et qui peut aussi apprécier les relations sociales sans pour autant avoir toute l'énergie associée avec. Ouais, alors il aime le calme dans les relations sociales. Ouais, Tu vois? C'est ça. oui, c'est Mais ça. il peut aussi, l'extraverte, tout seul, il va vite, ça va être vite difficile pour lui, hein. Alors que l'introverte, il peut aussi être seul, tu vois? Mais il aime une certaine forme de relation sociale, effectivement, tu as raison, mais plutôt calme, posé, réfléchi et cetera, tu vois? Donc c'est pas tout à fait effectivement la même façon de voir les choses. Mais c'est pas des gens, qui vivent dans leur caverne, hein, on est d'accord, hein? Pas forcément en tout cas. OK. Je propose qu'on parte sur l'ouverture à l'expérience. Je trouve ça intéressant parce que dans l'ouverture à l'expérience, il y a la tendance donc, avoir des intérêts larges, variés, une capacité à vivre des expériences nouvelles, ou inhabituelles et ceci sans anxiété et cetera. Donc on recherche de la stimulation aussi, hein,
Mais là, la stimulation, elle est plutôt sur la diversité et sur le caractère, je dirais, inhabituel. Donc les gens, ils cherchent les nouvelles approches, ils sont intéressés par les nouvelles approches, ils aiment sortir des cadres. C'est en général souvent des gens créatifs, hein, c'est souvent associé à la créativité, d'accord, mais pas que. Voilà. Et donc c'est des gens qui aiment la stimulation positive multidirectionnelle. Voilà, hein, hors des sentiers battus. C'est en général des personnes qui sont adaptatives. Hein, à l'inverse, quand on a quelqu'un qui va scorer bas en ouverture d'expérience, c'est des gens qui aiment le travail routinier, les choses toujours identiques, etc. Tu vois. Et puis, on a aussi, peut-être dans les inconvénients, entre guillemets, ou enfin, ça peut être des avantages aussi pour l'ouverture d'expérience, c'est des gens qui aiment prendre des risques, tu vois. Donc ça peut être intéressant parce que on en reparlera peut-être tout à l'heure dans les sports. Dans le sport, les sports à risque, tu vois, donc on a souvent ce genre de profil-là, mais il va falloir le compenser par autre chose parce que sinon ça peut devenir dangereux, quoi. Voilà. Mais donc les conduites à risque, en général, sont associées à l'ouverture d'expérience. Voilà. Et je peux imaginer aussi dans l'autre sens que du coup, une autre ouverture d'expérience, mais avec un haut niveau de névrotisme, ça doit être un enfer constant puisqu'on passe notre temps à ouvrir des portes qu'après on panique parce que justement il y a trop de possibilités de chemin. Ouais, Donc je me dis ouais, que le combo des deux mais doit aussi... ouais, le combo des deux, ouais, fonctionne pas super bien. Ouais, t'as raison, Mm. fonctionne pas super bien. Ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà sur l'ouverture à expérience. Ensuite, je présenterai bien l'agréabilité. Donc l'agréabilité, c'est je veux dire, la qualité des relations avec les autres. On pourrait dire, d'un côté, c'est l'altruisme accommodant, tu vois? Je mettrais ça, et de l'autre côté, l'antagonisme intransigeant. Tu vois un peu les deux bouts de l'échelle, quoi, d'accord? Donc très altruiste, très accommodant pour les gens qui scorent très haut en agréabilité, et très intransigeant, très individualiste, entre guillemets, très opposé, quoi, pour les gens qui scorent de l'autre côté. Voilà, voilà. Tu vois, l'extraverti, comme on disait tout à l'heure, il recherche la compagnie d'autrui. L'agréable, il cherche le bien-être d'autrui. Tu vois, on y voit au niveau qualité, quoi, tu vois. Donc tout à l'heure, je te disais, l'extraverti, il a beaucoup de followers. L'agréable, il répond à toutes les personnes qui lui écrivent. C'est pas, c'est pas la même qualité de relation, quoi. Voilà. Tu vois, bon, donc sensible au bien-être, empathique, altruiste. Donc c'est cette qualité-là qu'on recherche dans les métiers de l'éducation, dans les métiers de la santé, le care, comme on dit, hein, voilà, les soins. Et puis voilà, donc c'est des qualités remarquables, hein, par rapport à ces questions-là. Et puis je pourrais dire aussi que les personnes qui sont parfois sont parfois perçues comme un peu naïfs parfois, hein, sur les relations humaines. Hein, les personnes qui sont trop agréables peuvent être, c'est un peu leur faiblesse entre guillemets, si je puis dire. Voilà. Ok. Voilà sur l'agréable. Ah, et peut-être une autre chose complémentaire aussi parce que c'est important avec les sportifs, c'est la qualité d'agréabilité, la disposition d'agréabilité, elle prédisposition au travail en coopération plutôt qu'en compétition. C'est pour ça qu'on dit souvent les sportifs ils scorent bas en agréabilité. Oui, ça c'est le côté de compétition, forcément. Voilà, qui fait chuter le truc automatiquement, quoi. Voilà, un peu ce qu'on peut dire sur l'agréabilité. Donc, en fait, quand tu prends l'extraversion et l'agréabilité ensemble, tu les mets les 2 ensemble, je parlais tout à l'heure de combinaison des traits, et cetera. Et puis là, tu m'as pris l'exemple de névrosisme et puis d'ouverture d'expérience. Mais quand on combine ces 2-là, bah, on a la façon dont les personnes abordent les relations sociales. Ouais. Tu vois? Tu as Et ces dont 2, le narcissique qui va être bas en agréabilité et très haut en voilà. extraversion, du coup, ouais. Voilà, par exemple, OK, voilà. Mais même sans aller jusqu'à ces traits extrêmes, tu peux déjà voir un peu, tu vois, un peu comment les gens se comportent par rapport à ça, pensent les choses ou sont, comment dire? Émotionnellement, engagés, quoi. Voilà. Voilà, enfin, il nous reste le dernier, le gros là, le caractère consciencieux, hein. Je dis le gros parce que c'est quand même le trait de personnalité, qu'on voit partout apparaître, hein. Donc c'est le domaine du contrôle des impulsions, hein, tu vois? Pas remettre à plus tard ce qu'on peut faire immédiatement. La fameuse procrastination, hein, voilà. Donc les consciencieux ne procrastinent pas. Ils sont très organisés, ils planifient, voilà. Ils sont pas sur l'instant, ils sont plutôt ils envisagent les conséquences à long terme, etc. Voilà. Et eux, ils font marcher leur cerveau préfrontal, hein, voilà. Ils font marcher leur cerveau rationnel et à fond, quoi. Voilà.
d'accord? Ils respectent les normes aussi, la moralité en général, sont sérieux, responsables, autodisciplinés, engagés, persévérants. Voilà bah, le caractère consciencieux. Alors moi, je trouve ça intéressant parce que, quand on discute avec les personnes, souvent ils vous disent, ouais, mais finalement, c'est un peu obsessionnel ton affaire là, de caractère consciencieux, hein. C'est-à-dire, hein, la dérive, hein, c'est Mmh. Ouais, l'obsessionnel l'extrême. compulsif, voilà, et cetera. Et les gens disent: «Ouais, mais non, moi je suis pas si consciencieux que ça», mais en fait, bon, on sait que c'est un des grands prédicteurs de la réussite, hein, le caractère consciencieux. Là-dessus, il y a pas de doute, donc voilà. Surtout que je peux imaginer que dans oui, c'est ça, dans le domaine académique, sportif, peu importe où c'est, le consciencieux va mettre les efforts. Ça va être il sera présent à l'entraînement, il va mettre les bouchées, si on lui demande de le faire, il le fera, quoi. Ouais, c'est pour ça. Ouais, et puis il va s'organiser, et puis il va se tenir, tu vois? Tu prends l'exemple de le consciencieux, quand il va échouer ou quand ça va être un peu difficile, il va s'accrocher, quoi, tu vois? C'est ça un peu le truc, hein. Il est persévérant aussi, tu vois? Donc on peut difficilement considérer que c'est pas quelque chose qui fait aboutir à la réussite, tu vois? Forcément. Oui, forcément. Et justement, parce qu'il y a là, pour le moment, on a parlé des modèles, donc du Big Five principalement. Après, tu as aussi mentionné, par exemple, le modèle de Macadam. Et quels sont les tests de personnalité fiables? Je sais même pas si, enfin, moi, je sais que je sais où en trouver un en ligne, mais justement du Big Five, comment est-ce que les gens pourraient, quel genre de test pourraient-ils utiliser? Parce que j'entends souvent les gens parler, par exemple, du Myers-Briggs, etc. Et je sais personnellement du coup que leur fiabilité, bon, bah voilà. Mais du coup, comment est-ce que les gens pourraient trouver un vrai test de personnalité fiable? Est-ce qu'ils ont besoin nécessairement d'aller voir un clinicien du coup pour faire un bilan? Comment est-ce que ça peut se passer? Ouais, alors c'est une question compliquée ça, hein, je pense, hein, parce que, bon, les 2 questionnaires fondamentaux du Big Five, c'est le NEOPI, de Costa et McRae. Il y a celui de Goldberg là, le NEO-IPIP, hein, International Personality Inventory Items Pool. Voilà, c'est les 2 gros standards. Ceux-là, il y a aucun doute, et cetera, il y a aucun problème, ça existe en différentes versions, et cetera. Après, il y a plein de questionnaires que tu peux trouver. Ensuite, je m'amuse de temps en temps à regarder un peu ce qu'il y a en ligne, et cetera, tu vois. Alors, tu as des trucs très courts, tu as des trucs très longs, et cetera. Mais en fait, souvent, tu sais pas à quoi tu es comparé, quoi. Tu vois, c'est une question de la norme. Donc, tu sais pas ce que ça veut dire, ce que tu as là, tu vois. Par exemple, l'université de Genève, elle offre le BFI, le Big Five Inventory de John là, en libre accès. Tu peux le faire. Alors, c'est 45 items, me semble-t-il. Ils ont mis cette version-là. Tu remplis le truc, hop, il te donne une réponse directe derrière. Mais en fait, tu sais pas si tu veux, par exemple, te préparer un test de sélection, tu vois. En fait, tu sais pas si les réponses que tu as obtenues dans ce cadre-là, elles correspondent à ce qui va être attendu dans un cadre de normalisation. Tu vois, c'est un peu le problème de ça. Donc, bah, moi, je dirais, il faut passer un test, payant, quoi. En fait, c'est ça le truc, hein. Payant, mais payant, attention, hein, parce qu'il faut vérifier, parce qu'il y en a qui font payer, mais c'est pas valide leur truc, hein. Donc, attention, il y a du business aussi, dévoyé autour de ça, hein. Donc, il faut vérifier, en fait, hein. Il faut vérifier la validité de l'outil, de l'instrument. En fait, c'est ça le truc. Ouais, il faut vérifier la validité de l'instrument. Donc la validité, c'est, tu sais, les critères de la validité d'un test. Alors les gens ne sont pas forcément, formés à ces questions-là, mais il faut demander à un spécialiste là. Moi franchement, moi je conseille pas l'utilisation sauvage des questionnaires, mais plutôt de demander à un professionnel, si tu peux passer un test, de dire pourquoi tu veux le passer, hein, c'est-à-dire, parce que du coup ça détermine la norme qu'on va utiliser pour te comparer, tu vois? Et par exemple, moi avec mes sportifs, j'utilise 2 types de questionnaires de personnalité que tu connais sans doute pas, tu vois? Le D5D qui est un questionnaire qui était, un Big Five en 55 items, super simple d'utilisation que j'utilise avec les jeunes sportifs, tu vois? Jusqu'à 15 ans, tu vois? Qui me permet de faire un et il est pas fait avec un objectif de sélection, il est fait juste pour faire un tri des personnes et moi j'ai fait une norme sport, tu vois? Donc les gens, je peux les positionner, par rapport à des sportifs, monsieur, madame, tout le monde, enfin jeunes, hein, bien sûr, tu vois? Et puis j'en ai un autre pour les sportifs professionnels, pour lequel j'ai fait aussi une norme de sportifs professionnels et là, celui-là, il fait 180 items, ça s'appelle
Personality for Professional Inventory. Il coûte cher, il est payant, mais il est pointu et j'ai une norme pour le sport, tu vois. Et en fait, je l'utilise pas non plus pour de la sélection, mais je l'utilise pour dire aux personnes, pour du développement, tu vois, pour du bilan, tu vois. Oui, carrément. Donc moi, je pense les conseils qu'on peut donner, c'est euh, éviter de le faire en ligne comme ça sans trop savoir. Bien sûr, moi, je paierai pas un truc en ligne sans savoir ce qu'il y a derrière. Voilà. Et moi, j'irais plutôt consulter un spécialiste ou demander à un spécialiste, un psychologue avec un numéro de SIRET, hein, quelqu'un, un vrai psychologue, tu vois, qui s'y connaît, et lui dire, je voudrais passer un questionnaire de la personnalité pour telle et telle raison. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu peux m'aider, etc. Ou je peux le passer. Puis voilà. Tu vois. Moi, c'est le conseil que je donne par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Et puis vérifier que du coup, il y a bien un critère et peut-être connaître la norme et être sûr que si on le passe 2 fois, qu'on aura le même résultat. Enfin, Voilà, c'est des critères parce de que du coup, c'est un peu validité, les mais problèmes avec. Voilà, c'est ça. voilà, mais après, tu sais pas comment. Alors, tu pourrais dire l'université de Genève, tu prends pas trop de risques parce que c'est quand même une université, donc ils vont pas faire n'importe quoi. Mais bien sûr, tu peux le passer. Moi, je fais passer mes étudiants comme ça pour qu'ils se rendent compte un peu du truc, puis je leur fais passer un autre, et puis on compare les résultats, tu vois, puis aussi. Ils se comparent entre eux. Enfin bon, bref, il y a des façons de faire, mais c'est relativement cohérent en général, ça se passe bien, quoi. Mais voilà, c'est les limites du test que tu peux trouver à l'université de Genève, c'est que en fait, tu sais pas quelle est la norme qu'ils utilisent. Donc, je pense que c'est population normale. Hein, je pense que c'est ça. Hein, mais tu sais, il y a de la variation aussi avec les âges, etc. Donc voilà, si t'es jeune et que tu passes le truc, est-ce que ça marche? Je sais pas, hein, t'es comparé à une population de la moyenne d'âge de 40 ans, tu vois, et puis toi, t'as 15 ans, toi, ou t'as 14 ans. Parce il y a des parents, moi, qui me demandent de faire passer des tests de personnalité à leurs enfants, tu vois. Donc, il faut les comparer à des enfants, des Oui, ados, bah oui, nécessairement. Sinon, hein, tu vois. ça. Sinon, ça Oui, veut rien puisque dire. ça évolue au fur et à mesure. Avant de passer à la suite, on a parlé de Ouais. la personnalité, on a vu les différents traits, mais à aucun moment on a pu introduire le concept justement de self. Cette idée qu'on se voit comme une personne, comme un sujet, et qu'on a une expérience unifiée, une sorte de sujet qui traverse les expériences, malgré le fait que quand on en parle, si hier soir on s'est mis une mine la veille, le lendemain on dit ah oui mais c'était pas moi qui ai fait ce que j'ai fait la veille, c'était quelqu'un d'autre. Enfin, malgré ça, on a quand même une intuition où quand on dit qu'on est en colère, c'est pas moi, c'était le moi de quand j'étais en colère. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à intégrer ça en psychologie, cette idée que on est à la fois une personne unifiée, mais en même temps, on a l'impression qu'en fonction de l'état dans lequel on est ou de la situation, on devient des gens totalement différents. Il y a des fois où je vais pouvoir faire des blagues, je vais me sentir à l'aise, et dans une autre situation, je vais être incapable d'avoir accès à la moindre blague, ou même de me détendre pour rigoler. Et donc, c'est assez marrant de voir comment, en fonction des situations, on va être capable ou non enfin, on aura une range de comportements à notre portée dans lequel on pourra piocher ou pas. Et du coup, Ok. comment est-ce que la psychologie voit ça? Alors, c'est une question super complexe, hein, parce que t'imagines bien, j'imagine bien qu'il n'y a pas qu'une seule réponse, hein, au truc. Moi, je pourrais te répondre un peu comme ça. Je te dirais, aujourd'hui, le soi, hein, l'identité, parce que ce que l'on est, un peu, voilà, et la cohérence qu'on a de l'image oui, de la représentation qu'on a de nous-mêmes, euh, elle est considérée comme comme un peu comme un projet en développement. C'est-à-dire, non pas comme un truc figé, extrêmement euh, donné, tu vois, mais plutôt comme quelque chose qui se construit avec nos expériences. Un peu, c'est ce que dit McAdams, il dit nos expériences de vie nous construisent et nous permettent de construire des histoires de nous-mêmes, tu vois. Et ces histoires de nous-mêmes, elles évoluent au cours du temps. Ça vient aussi d'un autre psychologue qui s'appelle Jérôme Brunner, qui a bien expliqué ça, tu vois, qui était un ancien cognitiviste, hein, et qui lui avait des perspectives un peu rigides, tu vois. Et lui, il a dit non, non, finalement, à la fin de sa carrière, il a dit non, non, finalement, on est des histoires que l'on raconte, que l'on se raconte, que l'on raconte aux autres, etc., et qui sont en perpétuelle évolution, etc., en fonction de ce qu'on va rencontrer. Donc le soi est vu comme comme quelque chose de en développement, en perpétuel développement, d'accord. Et donc du coup, quand tu rencontres des situations, et là on retrouve le trait activation thyroïde dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand tu rencontres des situations, bah, tes traits de personnalité, ils vont s'activer plus ou moins en fonction des situations que tu vas rencontrer, tu vois. Et donc, du coup, bah, à certains moments, tu vas donner du sens
et donner un sens cohérent à ce que tu penses être de toi, à l'histoire que tu t'es construite toi-même. Et puis à d'autres moments, ça va te percuter, quoi, et puis tu vas réagir, puis te dire: «Ah ouais, mais en fait, je suis plutôt comme ça ou je suis pas comme ça. Ah bah là, j'ai réussi. Ah bah là, j'ai pas réussi», et cetera, tu vois? Donc on s'adapte, on change plus ou moins, on résiste plus ou moins aux situations, et cetera. Donc en fait, le soi, hein, le soi est quelque chose qu'on construit tout le temps et on appelle ça le selfing, hein, selfing. Et ça, en psychologie, on l'explique avec un psychologue américain qui s'appelle William James, que tout le monde connaît, hein, d'accord, qui lui a une conception duale du self, en disant il y a le je et le moi. Le je et le moi. Et je trouve que c'est quand tu manipules ces deux concepts-là, qui au départ tu dis waouh, où est-ce qu'on va là? En fait, c'est assez simple dans le principe, et c'est les deux facettes de la même chose. C'est les deux facettes de ton identité. Le je, c'est ce que je fais, ok? C'est ce que je fais. Je suis en train de parler, je suis en train de rencontrer quelqu'un, je fais ci, je pense ça, voilà, etc. Et le me, donc ça c'est le I, et le me, c'est le moi, ce que je suis. Vraiment, d'accord? Et en fait, les 2 s'alimentent en permanence. Voilà. Et là, la personnalité, elle est là, elle est dans le jeu, parce que comme tu l'as compris avec le trait activation théorie, eh ben, on a des dispositions de personnalité qui s'activent plus ou moins en fonction des situations, et donc ça nous fait penser, nous fait agir émotionnellement, et nous fait, développer nos comportements, et donc c'est du jeu, et en faisant ce jeu en fonction des situations, on alimente notre moi, et on le renforce, et ainsi de suite, quoi. D'accord? Donc le jeu, c'est le processus, la personnalité, c'est le processus, et le moi, c'est le produit de tout ça. OK? Et en fait, ce produit, et ben, il est en perpétuelle évolution, toujours en train de changer. Et c'est pour ça que finalement, bah, tu vois, tu peux être amené à dire qu'il y a des moments où c'est bien, c'est facile, et parce que ça percute pas, tu vois? Puis à d'autres moments, c'est en dissonance, et du coup, c'est ça qui est susceptible de te faire évoluer, ou pas, au contraire, hein, parce que tu es très résistant, tu vois? Tu vois un peu les choses. Ça va? Tu vois un peu la perspective avec le soi? Ouais, et j'aimais bien l'idée qu'il y a des narratifs et que du coup, c'est ça Ouais. qu'on voit, c'est que des fois, on va se rendre compte que on va se dire un narratif dans nos têtes: «Je suis le genre de personne qui agit comme ça dans telle situation» et cetera, et tout d'un coup, on se prend à agir différemment, ou alors il y a une nouvelle situation, enfin, il y a un nouvel élément qui rentre en compte dans notre cadre, dans notre concept, et donc à ce moment-là, on doit soit changer le narratif, ce qui peut être pour le mieux ou pour le pire, ou alors y résister. Et du coup, on va avoir tendance à résister quand le narratif va devenir plus négatif, C'est ou à ça. l'améliorer si on peut. Ou parfois à l'inverse, du coup. Quand on est Ouais. en dépression, les narratifs vont être extrêmement négatifs, peu importe les éléments positifs qui viendraient déconfirmer la théorie naïve qu'on s'est faite. Et donc, comment est-ce qu'une personne peut faire évoluer sa conception qu'elle a d'elle-même, venir un peu réécrire le narratif justement dans lequel elle s'est emprisonnée, pour réduire sa souffrance et un peu augmenter son bien-être, essayer d'avoir une meilleure image, plus positive, plus viable dans le monde d'elle-même. Ah, moi, je trouve que c'est une question super intéressante, parce que c'est une question sensible aujourd'hui, je trouve, tu vois? Parce que, d'un principe le principe général, c'est de dire, pour évoluer, il faut travailler sur soi, quoi. Tu vois, tu l'as dit toi-même, tu dis: «Ah, je me rends compte que j'étais comme ça. Ah, je me rends compte que» du coup, c'est le travail sur soi, c'est le travail un peu, d'examiner les émotions, les pensées, les actions que tu as fait, et puis d'en faire quelque chose, quoi, d'en faire un recul, tu vois? Et puis pour essayer de voir ce que tu peux changer, éventuellement anticiper, voilà. Et je trouve que ce travail-là, il est pas facile à faire, et il doit être guidé par un professionnel, tu vois, ou quelqu'un qui utilise des méthodes qui sont fondées sur des preuves scientifiques. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une inflation de marchands de bonheur, tu vois, de thérapeutes autoproclamés, de coach de bien-être, en management, avec des pratiques fumeuses, quoi, parfois délirantes, avec sans fondement scientifique, voilà. En management, on appelle ça le bullshit managérial, tu vois. Donc, et les DRH, ils sont ciblés, tu vois, par ces personnes-là. Et on reconnaît cela avec les jargons un peu bizarres employés, tu vois. Et puis aussi, si tu regardes un peu le CV des personnes, tu vois très vite que, voilà, c'est des gens qui pullulent sur le marché de la détresse humaine, tu vois. Donc je trouve que la question que tu évoques, elle est très pertinente pour ça, parce qu'il y a une inflation de ce genre de personnes-là.
Donc, heureusement, il existe des méthodes aujourd'hui pour aider les personnes à faire ça. Euh, donc, on pourrait dire il y a deux approches, quoi. Il y a l'approche ancrée entre guillemets sur la psychothérapie entre guillemets. Je pourrais prendre l'exemple des thérapies cognitivo-comportementales qui sont très concrètes parce qu'on t'apprend à changer tes comportements dans des situations dans lesquelles tu es en difficulté. Donc c'est hyper concret, quoi. Et ça fait peur aux gens parce qu'on dit ah thérapie, je suis pas malade ou bon quand les gens sont malades, je suis pas si malade que ça. Enfin bref, tu vois, ça peut faire peur. Il y a ça, il y a, je pourrais prendre un autre exemple. Moi, j'utilise beaucoup avec les sportifs le MDR. Et dans le MDR, il y a une pratique qu'on appelle le développement des ressources, voilà, qui est quelque chose qui permet aux personnes d'affronter des situations dans lesquelles ils se sentent en difficulté, tu vois. Donc c'est des méthodes qui sont des méthodes de psychothérapie, voilà, qui sont des méthodes de psychothérapie, mais qui sont très efficaces, etc. Et il faut le faire entre guillemets avec des praticiens certifiés, reconnus, etc. Et puis après, tu as des méthodes d'intervention psychologique qu'on utilise par exemple dans le cadre du coaching, tu vois, qui sont non cliniques mais qui sont d'inspiration clinique, tu vois. Par exemple, je peux t'en citer quatre si Ouais, t'es pas de intéressé par souci, ça. Voilà. carrément. Je pourrais dire, alors je consulte mes notes pour rien oublier, hein. Le premier point, c'est prendre conscience de ces difficultés ou des écarts entre l'état actuel et l'état désiré. Tu vois? C'est-à-dire, c'est un premier pas déjà. Tu as pris conscience, tu te dis: «Ah OK, j'en suis là et voilà où je voudrais être». D'accord? Et ça, on peut le faire et tu vois, on utilise des méthodes qui permettent, par exemple, avec l'entretien motivationnel, par exemple, hein, à connaître les soubassements de ces comportements, en fait, tout simplement, quoi, tu vois? Voilà. Donc ça, c'est la première approche. Mais prendre conscience, tu vois, ça fait pas peur ça. On va t'aider à prendre conscience de tes situations, d'accord? Mais il faut le faire avec un spécialiste. Parce que sinon, on va te faire prendre conscience, tout est n'importe quoi. Et les gens, ils savent pas, ils sont pas formés à ça. Il faut faire ça avec des gens qui sont formés. Ok. Bien sûr, on peut le faire soi-même un peu déjà, c'est une première démarche qui est tout à fait intéressante, je trouve. Voilà. Mais la partager, c'est quand même je dirais le meilleur vecteur de développement, c'est quand même l'interaction, hein, et l'interaction avec des gens qui connaissent bien ces mécanismes-là. Bon, voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les pratiques réflexives. Tout ce qui est pratique réflexive, c'est-à-dire les méthodes. Par exemple, il existe les méthodes d'écriture expressive. Penbaker, je sais pas si tu as entendu parler de ça, euh, où c'est pas le comment dire le carnet, le livret intime là, tu vois, mais c'est plutôt une écriture qui s'adresse à quelqu'un dans lequel on fait travailler sur des événements, etc., quoi. Donc ça marche très bien. En sport, donc un truc qu'on fait beaucoup dans les pratiques réflexives, puis ça marche beaucoup en éducation aussi, c'est les remises en situation. Tu vois, on fait revivre la situation et on revoit et on comment dire, on réorganise en fait finalement les façons de faire. Comment j'aurais pu faire autrement, tu vois, comment je me suis pris, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Les gens prennent du recul et ça les aide parce que du coup, le coup d'après, ils se sentent armés, entre guillemets, tu vois. Oui, c'est ça, ils deviennent plus paralysés, c'est de la thérapie d'exposition. L'exposition un peu, ouais, Ouais, c'est voilà, ça, c'est ça. contrôlé, tranquille, et puis t'es plus sous le choc de l'émotion, tu le fais tranquillement, etc. Tu vois, donc c'est des choses qui marchent très très bien. Ensuite, tu peux travailler sur les comportements à viser, à réaliser en pratique. Tu vois, les comportements. Nous, on fait beaucoup ça avec les sportifs, mais ça marche aussi, bien sûr, dans le coaching individuel, etc. C'est-à-dire, voilà, je voudrais avoir plus confiance en moi, ok. Donc, on fait ce qu'on appelle les intentions d'implémentation. Donc, on dit, ok, avoir plus confiance en toi, dans quelle situation, ça correspond à quoi? Ça correspond à quel type de comportement que tu voudrais pouvoir faire? Bah, quand je rencontre quelqu'un, je voudrais pouvoir le regarder dans les yeux et lui serrer la main, par exemple, la première fois que je le vois. Ok, alors comment on peut faire pour faire ça? Donc on essaie de mettre en place des intentions et des façons de faire les choses pour cibler les comportements à réaliser en pratique. C'est hyper concret, quoi. Hyper concret, mais ça a un impact. Au bout d'un moment, ça a un impact, si tu veux, sur la personnalité, parce que ça remonte, tu vois, au profond de la personne. Voilà. Et puis, on a aussi tout ce qui concerne le travail d'activation en fait des ressources pour générer le changement. Tu vois? C'est-à-dire, tu veux te changer, tu te sens pas sûr de toi,
ou en souffrance dans les relations sociales, etc., ou pas, tu as du mal à être consciencieux, à t'organiser, etc., euh, en fait, tu vas faire comment? Comment tu t'y prends? Donc, on va développer des ressources qui peuvent être des ressources externes, on va te donner des ressources, ou on va te signaler qu'il existe des ressources autrui, par exemple, qui peuvent t'aider à avancer dans cette direction-là, quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui aide beaucoup, pour changer les personnes, voilà. Donc, peut-être pour dire que, tout ça pour dire que, donc, il existe des méthodes bien identifiées, bien carrées, qu'elles sont maîtrisées par les spécialistes, hein. Et donc, je souligne la prudence, à nouveau, et qu'on doit adopter lorsqu'on veut s'engager dans ce travail-là, et des personnes auxquelles on s'adresse, hein, qui peuvent parfois pas être compétentes, hein, tout simplement, et donc c'est dommage, c'est dommage. Voilà. Oui, bah justement, en parlant de ça, j'avais fait un épisode sur le narcissisme avec le Ok. docteur Jean Cotreau. Et Ah, super. il avait fait le point avec le lien entre la génération d'Alto, tout le mouvement d'estime de soi sur Ouais, les réseaux sociaux, et justement ce côté-là de vouloir, qui part d'une bonne intention, d'être, venez, on va vous aider à réécrire votre narratif, mais qui par contre, dans les résultats, réécrit un narratif qui du coup vient entretenir une sorte de forme de narcissisme, renforcer un sens, je sais plus comment est-ce qu'ils disent en français, mais un sens d'entitlement, ouais. euh, et, et qui du coup d'une pratique, mais qui d'un coup s'est généralisé et qui d'un coup du coup a causé plus de mal-être puisque le Voilà. fait d'entretenir une personnalité narcissique ne rend pas forcément heureux la personne qui la développe, quoi. Exactement. Bah, et c'est un peu profiter un peu des autres, là, tu vois. Oui, c'est ça, Un peu le exactement. système. Et c'est ça qui marche bien sur les réseaux, parce que du coup, c'est des solutions qui paraissent super simples et qui viennent renforcer l'idée. L'argument de vente, c'est que ce n'est pas toi le problème, c'est les autres. Et donc, apprends à t'aimer, tu as une valeur en toi. Si les autres la reconnaissent Voilà. pas, c'est leur problème, c'est toi qui as raison. Mais c'est réconfortant à entendre quand on va mal. Et donc, c'est ça le Bah problème, oui, c'est ça le bah oui. piège. Tu brosses les gens dans le sens du poil. Ouais. Et ça évite l'anxiété de ce que tu disais à la première technique, qui est Ouais. de faire un état des lieux. Et ça ça peut être effrayant selon les situations, de se dire, bon, bah Bah oui. merde, où est-ce que je suis maintenant et quelle partie de tout ça est ma faute? Et qu'est-ce que je dois faire pour changer? Parce que maintenant que je sais où je veux aller et que je sais où je suis, il y a tout un écart qui montre la différence entre ce que j'aimerais être et qui je suis. Et cette vérité, elle peut être douloureuse. Oui, alors après, c'est vrai que les spécialistes aussi, savent, aider les gens à pas culpabiliser, hein, parce qu'on Oui, c'est est ça. on voilà, donc et je trouve que c'est déjà une bonne démarche d'essayer de se développer, et donc on va pas en plus, enfin, faut on accompagne les gens, par rapport à ces questions-là aussi. Ouais, tout à fait. Oui, oui. Et je voulais savoir, on a déjà un petit peu vu quand tu nous as décrit les modèles du Big Five, un petit peu comment la personnalité pouvait venir influencer notre cercle social, que ce soit dans un cadre Ouais, professionnel, comment on va interagir avec les collègues, avec nos ouais, amitiés, ou même en couple. Mais du coup, on a vu les traits généraux, donc on peut supposer des choses quand on est plus ou moins agréable, quand on est plus ou moins extraverti. Mais comment ça se passe enfin, quelle est la place de la personnalité dans les interactions, que ce soit professionnelles, amitié et couple? Et du coup, quel genre de trait de personnalité va faire qu'on va avoir tendance à bien réussir ses relations, et à l'inverse, quel genre de trait de personnalité peut faire en sorte qu'elles vont être un petit peu plus difficiles, ou en tout cas peut-être plus en comparaison, si deux traits de personnalité, lesquels matchent et lesquels matchent pas entre eux. ouais. Si j'ai une personne consciencieuse et une personne qui l'est pas du tout dans un couple, ou voilà. Alors bon, ce qu'on peut dire, là, moi, je vais faire un peu la revue de littérature, même si c'est pas mon domaine de spécialisation par rapport à cela, mais bon, ce qu'on sait, c'est que, bon, d'une façon assez basique, je pourrais dire, euh, les gens, les traits, tous les traits, plus, c'est-à-dire consciencieux, agréabilité, extraversion, ouverture à l'expérience, et haine moins, c'est-à-dire donc névrosisme moins, prédisent, entre guillemets, hein, une meilleure satisfaction dans les relations avec les autres, voilà, et donc dans les interactions sociales, et une satisfaction de vie. Ok, donc c'est entre guillemets, la vie est plus facile pour ces gens-là, quoi. Voilà, et puis quand les gens ils sont comme ça, bah ça match bien. En général, ça va. D'accord. Bon, j'ai envie de dire c'est un peu basique parce que les gens sont rarement comme ça. Sinon tout le monde, si tout le monde était comme ça, on ferait plus de la psychologie de la personnalité. Voilà. Donc voilà. Ensuite, l'autre chose qu'on sait, c'est que les gens, ils sont attirés par des personnes qui les ressemblent, qui leur ressemblent. D'accord. Donc
tu es agréable, tu vas aller vers un agréable et tu vas pas aller vers quelqu'un qui est pas agréable, tu vois? Donc voilà. Mais c'est pas parce que tu vas aller vers une personne qui te ressemble que ces traits vont prédire la satisfaction de la relation et la Mmh. satisfaction de vie. OK. D'accord? C'est un très mauvais prédicteur. Il y a pas de recherche qui montre ça et donc ils ont fait ça au niveau des traits, ils ont fait la même chose au niveau des facettes. C'est-à-dire quand on regarde un peu à l'intérieur, les facettes, c'est plus proche des comportements, si tu veux. Donc tu pourrais dire: «Ah tiens, ça, voilà». En fait, Heu, non, ça marche pas. Il y a pas d'effet de satisfaction de la relation, pas d'effet de la satisfaction de vie qui est lié à ça. Donc en fait, tu pourrais dire, a priori, toute combinaison devrait pouvoir marcher. Et en fait, ça joue pas à ce niveau-là, ça joue pas au niveau de la personnalité, a priori, ça a pas l'air de se jouer à ce niveau-là. Et puis, il y avait eu une étude qui avait été faite par l'université de Lausanne là-dessus, mais je me souviens plus de la référence, mais j'avais vu passer ça, qui disait que les couples qui fonctionnent, donc ils avaient fait une étude sur les couples qui duraient et les couples qui durent pas, voilà. Et en fait, la variable qui sortait dans les couples qui duraient, c'était non pas qu'ils étaient similaires, mais qu'ils s'étaient co-construits. Tu vois? C'est-à-dire l'idée qu'il y avait une co-construction entre les 2 personnes. Donc, quand l'un avance, c'est pas aux dépens de l'autre, mais c'est les 2 qui construisent. Donc c'était ça un peu la règle, tu vois? Donc, alors bien sûr, on pourrait dire derrière, ça suppose un certain nombre de traits de personnalité, mais peut-être pas, peut-être pas. C'est peut-être plus, lié à des valeurs, lié à d'autres choses. Enfin bon, j'ai ça en tête, voilà. Peut-être deux points complémentaires à dire par rapport à ça. J'ai noté des choses là-dessus. Sur les relations en ligne, je trouve ça un truc très actuel, tu vois. Une recherche taïwanaise que j'avais identifiée et qui disait l'usage, tu sais, l'usage abusif que les personnes ont sur Facebook pour trouver des relations sociales ou du soutien, etc., qui peut donner une addiction au réseau social, tu vois. Donc eux, ils avaient regardé ces gens-là en disant bon bah ces gens-là, ils sont en souffrance parce qu'ils n'y arrivent pas, quoi, tu vois. Et puis du coup, ils sont addicts à tout un tas de substituts de relations entre guillemets, quoi, voilà. Eh bien, ils disent que l'agréabilité, le caractère consciencieux et le névrosisme, bien sûr dans l'autre sens, agissent comme des protecteurs de ça. Tu vois, c'est-à-dire que on pourrait dire dans l'autre sens, c'est-à-dire les gens qui sont pas consciencieux, qui sont pas agréables et puis qui sont plutôt névrosés, ils ont plutôt tendance à se laisser happer par ça, comme un substitut pour remplacer ce qu'ils n'arrivent pas à trouver dans la vie de tous les jours. Ça, c'est le premier point. Donc je trouvais que c'était intéressant parce que c'est quand même une question aujourd'hui clé, quoi, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, les relations qu'on y crée, qui sont un peu bon, pas factices, mais du coup c'est une autre forme hein, de relations sociales. C'est la première fois qu'on a des relations asynchroniques. Avant, c'était par Voilà, lettres et encore, c'était un peu différent. Mais ouais, là, l'idée que maintenant, c'est devenu super simple, que même si on est sur envoyer des messages vocaux, ton ami t'envoie une vidéo drôle sur Instagram, tu regardes, ton ami a rigolé en voyant la vidéo, il te l'a envoyé, mais toi, tu as rigolé en décalé. T'as pas rigolé avec la personne. Et du coup, il y a tous les bénéfices comme ça des interactions sociales. Il y en a une majorité qui sont perdus, du coup, parce qu'il n'y a plus de synchronicité, il n'y a plus l'idée d'être en même temps, de vivre la même expérience en même temps. On vit en décalé. Et c'est assez particulier à se dire la direction que ça va prendre. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler plus tard, mais ouais. Et puis on pourrait dire aussi que par exemple pour rentrer en relation avec quelqu'un, à mon époque, bon, bien sûr, il y avait pas les réseaux sociaux, hein, donc pour rentrer en tu étais obligé d'aller parler avec la personne, donc d'aller en face. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt rare d'entrer en relation avec quelqu'un sans être passé par le réseau social avant. mm, ouais. Tu vas sur Facebook, tu vas sur Insta, voilà et puis tu parles d'abord et après tu parles en vrai. D'accord? Donc je pense qu'il y a une modification effectivement dans les relations sociales et donc du coup, beaucoup d'images l'image va générer, la proximité ou la distance entre les personnes, tu vois? Par rapport à ça. Bon bref, donc on est OK là-dessus, ça modifie nos relations sociales. Bon, c'est un peu basique ce qu'on est en train de raconter là, mais bon. Mais aussi un bon point, c'est que les réseaux sociaux, ça augmente le trait névrotisme. Enfin, les gens se sentent plus névrotiques et ils ont fait les études en comparé en fonction des Ouais, réseaux. Et le pire, c'était ouais, avec ouais, Instagram. ouais. Et le névrotisme, une des facettes, il me semble, du néopire, c'est la conscience de soi qui est associée du coup avec un névrotisme élevé.
Et donc, les réseaux sociaux nous rendent plus conscients de nous-mêmes, ce qui en retour, quand après on va être dans des interactions sociales, on va pas réussir à se concentrer sur l'autre, on va rester sur nous-mêmes. Ça va créer du coup une anxiété par rapport aux interactions sociales. On va rester bloqué sur nous-mêmes et du coup, on entre un cercle vicieux où du coup, après, on va utiliser les réseaux sociaux pour plus avoir cette anxiété en vrai, mais du coup, Voilà. ça va la renforcer, ainsi de suite. Ah ouais, Et ça on résout rien. tombe... voilà, c'est ça. Ça résout rien. Ouais, tout à fait. C'est une bonne approche, je trouve, l'utilisation de la situation et du trait, de l'activation du trait. C'est très intéressant. Euh, je voulais parler aussi des relations entraîneur-entraîné dans ce cadre-là. Tu vois, c'est encore un autre chose. Alors là, il y a des choses un peu plus précises qui disent que, par exemple, quand il y a un écart de score entre l'entraîneur et l'entraîné sur l'extraversion et l'ouverture à l'expérience. Donc, tu as un entraîneur très extravert et un athlète introverti ou très, très ouvert à l'expérience. Eh ben, ça matche pas. Ça marche pas. Ah En ouais? général, Ok. ouais, ça marche pas. En général, en tout cas, il y a une réduction de l'engagement, tu vois, et puis au bout d'un moment, enfin, la relation explose, tu vois. D'accord? En gros, un extraverti et un introverti ont du mal à fonctionner ensemble dans ce contexte sportif. Mais tu vois, les histoires de contexte, c'est important. Là, tu vois, des situations, c'est important. Bah ouais. Voilà. Et puis, tu mets un entraîneur ouvert à l'expérience qui va te proposer des façons un peu différentes de t'entraîner, etc. Et puis, un sportif qui est plutôt routinier, etc. Moi, j'en ai rencontré plein de sportifs comme ça qui aiment pas certains entraîneurs. Ah ouais, il nous faut faire des trucs bizarres, tu vois. Un peu, tu vois, la réaction, tu vois. Alors qu'en fait, Ouais. toi, il essaie juste d'innover, tu vois, etc. Tu vois. Et ça marche pas. Ça matche pas. Voilà. Et donc, voilà. Et puis on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure sur la coachability, ce qu'on appelle la coachability, c'est-à-dire les athlètes qui sont qu'on arrive à entraîner plus facilement. Bon, bien évidemment, on va trouver l'agréabilité, puis le caractère consciencieux, qui match bien en général quand le coach et l'athlète sont agréables et consciencieux. En général, ça fait des couples qui fonctionnent bien, tu vois. Donc, il y a une sorte de synchronicité qui peut s'établir entre guillemets dans un contexte qui est un contexte particulier, hein, qui est un contexte de compétition, de résultats attendus, etc., ce qui n'est pas la même chose que dans un couple où on n'est pas en compétition, on n'est pas, enfin, peut-être certains couples sont en compétition contre d'autres pour montrer d'autres choses, mais bon, voilà, c'est un peu le contexte spécifique. Voilà. Je pense que certains couples sont aussi en compétition interne et ils durent pas Aussi, oui. longtemps. C'est possible. Ouais. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et je voulais savoir, on a vu des traits de personnalité, on a vu que le caractère consciencieux, du coup, était prédicteur de succès dans les domaines. Et je me Ouais. demandais, est-ce que le caractère consciencieux est aussi prédicteur de succès, de durée dans les relations amicales et amoureuses? Je sais pas. Comme ça, là, je pense, oui, a priori, ça a l'air de match. Par exemple, c'est l'exemple du sport là, que je viens de te donner. Ça a l'air de fonctionner. Et dans la relation entraîneur-entraîné, il y a une relation non pas amicale, mais une relation de proximité Hmm. qu'on recherche, qui est une relation un peu particulière, qui est bien sûr avec un contexte particulier, mais qui est proche de la relation amicale, tu vois, qui peut être proche de la relation amicale. C'est pas toujours le cas, mais une certaine proximité, quoi, en gros. Et là, on sait que le caractère consciencieux a l'air de bien fonctionner. Mais en fait, c'est plutôt je dirais la synchronicité entre les deux. C'est-à-dire, Ouais, si tout le monde n'est pas très consciencieux, ça marche bien bah ok, aussi, ouais, du ça coup. match, ouais, ah ouais, parce qu'on est tous Ok, ouais. un peu comme ça, tu vois. Donc, peut-être ça permet peut-être plus de tolérer. Alors après, derrière, c'est souvent, on prend rarement un trait tout seul, hein. Donc, il faut derrière un peu de tolérance, tu vois, etc. Et donc, si tu prends juste ça tout seul et que tu mets sans les autres, c'est pas très écologique Comme comme, approche, ouais. ouais, comme approche. Ouais. Comment est-ce que dans le quotidien, parce que du coup, on a vu que, et tu le fais dans le sport et dans ta pratique, du coup, c'est que comprendre la personnalité des gens que tu as en face, ça va permettre de mieux comprendre leur positionnement par rapport du coup, aux autres personnes aussi, et par rapport à ce qu'on va leur proposer. Et donc, comment est-ce que dans une interaction, quelqu'un, parce qu'il y a des traits de personnalité qu'on peut apprendre à distinguer une fois qu'on commence à connaître la personne, on peut avoir pas une idée précise de là où il se trouve, mais on peut avoir une idée vague. Et du coup, Ouais. comment est-ce que quelqu'un pourra faire la différence entre ce qui relève de la personnalité et donc qui va être quand même plus ou moins stable au travers des contextes, sur plusieurs contextes dans le même boulot, par exemple, de ce qui relève d'un état émotionnel passager qui va être juste une réaction immédiate à ça, etc. Bon, moi, je pense qu'il faut partir de la théorie de l'activation du trait.
tu vois? Donc quand un trait est marqué, la personne a peu de contrôle sur ce qui se passe, tu vois? Et donc le trait s'active, tu vois, instantanément, quoi, quelles que soient les situations, tu vois? Donc, on prenait l'exemple du névrosisme, quelqu'un, qui est très anxieux, tu vois, qui va scorer haut là-dessus, bah, il va toujours voir, quelles que soient les situations, des menaces. Il va toujours te trouver des menaces, OK? Donc là, je dirais, il a pas de contrôle et voilà et donc, les états passagers, peut-être, enfin, je vois pas parce que dans ce cadre-là, il peut pas y avoir d'état passager parce que c'est tellement fort, tu vois? Bon, donc ça, c'est le premier point. Si un trait est peu marqué, alors c'est là où je pense que ton état passager, il peut apparaître. Si un trait est peu marqué, c'est-à-dire qu'il est au milieu, tu te rappelles la courbe de Gauss, là, Mmh. on a la Ouais. moyenne, plus ou moins un écart type, on est là-dedans. C'est quoi la règle? Eh ben, la règle, c'est it depends. Ça dépend. En fait, ça dépend de la situation. Et donc, on peut se trouver dans des situations qui vont te pousser dans une direction ou dans une situation qui vont te pousser dans une autre, donc d'un côté ou de l'autre, d'accord, ou pas te faire réagir. Donc en fait, c'est la force de la situation qui va être intéressante. Est-ce qu'elle afforde? Est-ce qu'elle donne des choses qui vont te pousser dans une direction ou dans l'autre? Et toi, tout à l'heure, je t'ai parlé je dis, il faut une théorie de la situation. Il existe des théories de la situation. Rothman, par exemple, c'est un Allemand, l'université de Berlin, si je me souviens bien. Il a fait le modèle Diamonds. C'est-à-dire, il dit, il y a des situations, alors de tête, je me rappelle jamais, mais il y a des situations dans lesquelles on va avoir des devoirs, tu vois, et il y a des obligations, il y a des situations qui sont plutôt des situations dites intellectuelles, il y a des situations qui sont des situations d'adversité, des situations relationnelles, il y a des situations positives, négatives, etc. Tu vois. Bon, bref, il liste un peu tout ça. Et en fait, en fonction des typologies de situations et en fonction de tes caractéristiques de traits, tu vois, paf, ça va, ça Ouais, va ça va matcher ou matcher, pas, voilà, ouais, ça, ça va faire le ça va comportement. OK, déclencher ou pas. ouais. Tu vois un peu le truc, tu vois. Ouais, ouais, Donc carrément. on voit bien que le trait va s'exprimer de façon différente, etc. Et donc on pourrait dire que, tu vois, l'état émotionnel passager, moi je veux bien, mais pourquoi ça serait un truc à part? Voilà, voilà. Ouais, pourquoi C'est ça un peu sortirait pas de la personnalité du coup? Oui, bah oui. ouais, voilà, tu vois. Bon. Alors après, il faut quand même mettre de côté aussi le, le, les personnalités dysfonctionnelles ou les troubles de la personnalité avec les personnes bipolaires ou borderline, hein, qui, elles, vont avoir, Oui, bien comme tu sûr. dis, des moments passagers, mais ça, c'est encore autre chose, ça, qui vont avoir plus de fluctuations émotionnelles. Tu vois un peu le truc. Voilà. Voilà, moi, comment je répondrais à ça. Comment est-ce que tu penses que du coup, si un auditeur a pas la motivation d'aller faire un test de personnalité, comment est-ce que ça Ouais, pourrait l'aider de le faire? ouais. Alors ça, c'est... Ah, pour les décider à faire le test. Bah, ou non, comment est-ce que lui, ça pourrait l'aider, l'idée de le faire, mais justement pour qu'il Ah, ait une motivation, des potentiels bénéfices que ça pourrait lui apporter? tu veux dire, est-ce qu'ils peuvent se le faire? On peut s'auto-analyser. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, à partir du Oui, moment où on écoute ton podcast, on dit, ah, ok, j'ai compris, il a donné la définition parce que j'ai donné la définition, en gros, c'est ça. Et donc, tu peux t'auto-analyser, puis te prépositionner. Tu vois, tu dis, ah, bah, tiens, je suis plutôt là, je suis plutôt là. Tu fais 3 classes. Je suis au milieu, je suis plutôt, enfin, je suis au-delà de la moyenne ou en dessous de la moyenne, tu vois. Puis tu te positionnes comme ça, puis tu te crées ton propre profil, tu vois. C'est ça en fait la question que tu me poses, c'est comment on peut faire pour s'auto-analyser un peu. ça peut être ça, mais je savais pas s'il y avait vraiment une technique fiable et qu'on tombe pas justement dans un peu le truc du moment et comment est-ce qu'on aimerait se voir. Mais là, c'était plus, mettons que quelqu'un, après, je sais pas, ça peut être ça, je sais pas trop du coup. Mais sinon, moi, c'était plus, est-ce que quelqu'un, par exemple, va prendre un test chez un psy? Pourquoi est-ce qu'il devrait le faire? Qu'est-ce que ça lui apporterait de savoir quel genre de personnalité il a pour lui, pour mieux gérer dans sa vie, ses situations, etc. J'ai envie de te dire, est-ce que ça peut nous apporter quelque chose de mieux se connaître? Je pense que oui. Oui, bah oui, Je du pense coup. que oui, voilà, je pense que oui. Donc mieux se connaître, c'est bien et en fait, les gens pour se connaître, ils pensent parfois, on peut avoir une approche un peu intuitive de la connaissance de soi, tu vois? Moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça. En fait, comme tu connais pas les modèles, si tu pas spécialiste de ces questions-là, tu vas zapper, des parties, de la connaissance de toi, auxquelles tu même pas pensé, tu vois? Et que les questionnaires vont t'apporter. Et du coup, tu passes à côté d'un certain nombre de ressources que tu as, que tu pourrais avoir et que tu as même pas imaginé, quoi.
vois? Donc et avoir une connaissance complète de soi à partir d'un modèle théorique bien établi qui permet, ces modèles-là, ils sont là pour faire une description complète des personnes. Voilà. Donc soit tu penses que tu es au-dessus de ça et tu le fais pas, et soit tu penses que tu as une connaissance intuitive, et ça c'est tout à fait normal, de toi, et que tu voudrais la compléter, et en la complétant, bah, il y a des choses qui vont matcher. Tu vas dire: «Ah ouais, ça je le savais, ça je l'avais bien perçu» et cetera. Puis ça: «Ah, j'avais jamais pensé à ça» et cetera, tu vois? Par exemple, moi, quand je fais passer des questionnaires des tests de personnalité à des sportifs, souvent ils disent: «Moi je suis là», je leur renvoie le truc, je leur dis: «Bon alors, décris-toi». Ils décrivent et puis moi j'ai le résultat du questionnaire de personnalité, tu vois? Et puis ils me disent: «Ouais, je suis comme ça» et cetera. Bah, je leur dis: «Bah, ouais, OK, c'est ta perception des choses, mais quand on te compare à une norme, bah, en fait, tu pourrais être bien plus». «Ah bon?» Bah, ouais, c'est étonnant, ouais. Tu vois le truc? Oui, c'est vrai que le truc, il va pas forcément des fois, on se ramène aussi dans le typique plutôt que de penser qu'on est, plus Tu vois? éloigné, ouais, c'est vrai. Voilà, et donc tu te connais toi-même, mais tu connais pas la norme. Tu connais pas les standards de référence, tu connais pas Ouais, ouais. parfaitement les autres et cetera, ou tu as l'impression d'être comme ci, comme ça, et puis en fait ça sert à ça les questions de personnalité, là, c'est d'avoir une image objective, concrète, détaillée de ce que tu es, et puis aussi ça permet à un moment de faire le point un peu sur soi, quoi. Je veux dire, enfin, je veux dire, dans la vie de tous les jours, c'est quand même plus qu'utile, de bien se connaître. Oui, et puis surtout quand on voit que du coup, en fonction des situations, on n'agit pas pareil, ça nous donnera peut-être la main à apprendre à mieux agir, surtout par exemple si on a du névrotisme. On sera peut-être du coup capable de se rendre compte que des fois, bon, on surréagit pour des menaces qu'on perçoit qui sont vraiment mineures, etc. Donc Par exemple. c'est un peu là aussi le premier pas pour un changement. Par exemple, et puis aussi, tu vois, là, on parle changement, donc on parle plutôt, peut-être, développement et cetera, mais on peut parler aussi ressources. Tu vois? On peut aussi, se dire que on n'avait pas imaginé qu'on pourrait, faire tel et tel métier, ou s'engager dans telle ou telle direction parce qu'on n'avait pas bien mesuré, qu'on avait autant de ressources que ça à ce niveau-là, tu vois? Je pense, des ressources cachées, tu vois? Et cetera. Je trouve ça permet de dévoiler, l'entièreté de sa personne, et d'offrir, à chacun, tout l'éventail des possibilités qu'il peut utiliser, et c'est ça qui est intéressant dans les tests de personnalité, parce que dans les questionnaires de personnalité, parce que ça décrit les personnes, mais ça décrit aussi leur potentiel de développement, tu vois? Leur potentiel d'évolution et cetera. Donc heu, donc franchement, enfin, moi je conseille, bien sûr, il y a aucune obligation, je conseille de le faire. Je conseille de le faire. Je conseille de le faire. Les étudiants qui suivent mes cours, ils disent, à la sortie du cours, ils disent, c'est parce qu'ils apprennent d'eux-mêmes forcément, tu vois? Ils disent qu'ils sortent changés, tu vois? Ils sortent changés, même si on fait pas un travail individuel sur eux, ils sortent changés automatiquement parce que tu t'appliques les choses à toi-même, puis tu comprends mieux, et puis toi, c'est autoréflexif, hein, forcément, forcément. Donc là, c'est un peu pareil, tu passes un questionnaire de personnalité et tu sors changé. Pour moi, tu sors changé. Ah oui, c'est certain. Et ne serait-ce que tu en apprends forcément plus sur toi, on a forcément toujours un concept plus réduit de soi que ce que le test va pouvoir nous montrer, parce que juste, c'est des choses auxquelles on n'a jamais eu l'occasion d'explorer, on n'a jamais été dans ces situations, ou on n'a jamais eu le courage d'aller dans ces situations avant, et donc en fait, là, on peut se rendre compte de toute la possibilité qu'on a devant nous. Ouais, je pense que ça permet de lever le voile sur beaucoup de choses, tu vois? Tu peux avoir de l'intuition à un moment que t'es pas très consciencieux, ou que t'es un peu résistant, aux règles des autres, tu vois? Et cetera. Mais tu sais jusqu'à quel point, tu sais pas, en fait, et ça, faut faire le questionnaire pour savoir. Ouais, moi ça a été, j'ai eu des belles surprises quand je l'ai fait. Moi aussi, hein, t'inquiète, hein, tout le monde, hein, on a tous des surprises. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire, c'est pour ça. Et je voulais savoir maintenant, dans quelle mesure est-ce que la personnalité, on a vu que c'était quand même plutôt stable, mais que ça change en fonction des situations. Mais dans quelle mesure est-ce que du coup ça va évoluer au cours de la vie, puisque tu disais qu'on compare par rapport à sa classe d'âge. Donc ça suppose que du coup, en fonction des classes d'âge, les moyennes ne sont pas similaires. Ouais, exact. Donc je pense c'est peut-être une des évolutions les plus importantes dans les travaux sur la personnalité là, depuis une vingtaine d'années là, sur, l'idée qu'on avait un peu l'idée que la personnalité, on avait beaucoup travaillé sur qu'est-ce que c'est que cette personnalité, la structure, tu vois? Et là, aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur, comment cette personnalité évolue et cetera, quoi. Voilà, et donc il y avait des anciens chercheurs, hein, qui avaient dit, «Oui, mais la personnalité, c'est pas quelque chose de si stable que ça».
vois. Kurt Lewin, par exemple, que tu connais, bien sûr, il avait dit, je reprends un peu sa formulation, la personnalité est une collection de systèmes psychologiques d'interaction en tension. Tu vois? Intéressant. Ouais, et tu vois, je trouve que ça va bien, ça matche bien avec les situations que tu rencontres. Tu vois? Paf, ça va bouger parce que c'est en tension, c'est jamais ça demande à ça demande à être exposé aux situations, tu vois? En gros, c'est ça. Après, tu as Vygotsky aussi, par exemple, qui disait, il y a la zone réelle de développement et la zone proximale de développement. Tu connais ça aussi, tu vois? C'est Ouais, c'est ouais. l'idée que pour comprendre bien une personne, lui disait ça, pour bien comprendre une personne, il faut, regarder ce qu'elle est capable de faire toute seule et puis regarder ce qu'elle est capable de faire avec autrui et ça préfigure de ce qu'elle pourra faire plus tard, tu vois? Et c'est un peu ça, c'est un peu la même idée, quoi, tu vois? C'est-à-dire, ça bouge et c'est susceptible d'évoluer, quoi, voilà. Donc du coup, il y a des recherches qui ont été faites dans cette direction-là et on souligne 3 types de processus, de mécanismes de développement, et de transformation, de changement de la personnalité. Donc il y a, ce qu'on appelle les transitions normatives, bon voilà, avec l'âge, OK, on va y revenir. Les transitions ou les changements, liés à des événements, singuliers, voilà. Et puis, les changements liés à des actes, volontaires. Tu vois? Tu suis une thérapie ou des choses comme ça, forcément ça peut changer ta personnalité, voilà, d'accord? Donc dans les changements, si on reprend un peu ces 3 types de changements, hein, les changements normatifs, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, l'agréabilité, le caractère consciencieux et l'ouverture à l'expansion ont tendance à croître avec l'âge, d'accord? Voilà. Alors que, bon, l'extraversion, ça bouge pas trop et le névrosisme a tendance à chuter avec l'âge aussi, d'accord? Ensuite, on sait aussi que les changements les plus importants ont lieu entre 18 et 30 ans. Voilà, ça, c'est les Ah âges où ouais? il y a le plus de mouvement, voilà. Ensuite, dans l'ordre, c'est 30-40. C'est là où il y a aussi pas mal il y en a pas mal, hein, mais il y en a un peu moins que là et puis entre 10 et 18 ans. Voilà, c'est les 3 étapes sur lesquelles ça bouge le plus. Tu vois, si tu regardes les courbes, donc ça va faire ça, puis après ça plus progressif, quoi. C'est marrant que ça corrèle pas à ce que disent les gens, parce que du coup, les gens disent qu'il y a une crise de la quarantaine qui est très forte. Ouais. Ils disent que c'est le passage à la trentaine qui est très dur. Et pourtant, c'est marrant que ce soit pas du coup superposé avec. Donc pour le 10-18 ans, Ah, on le voit, mais que pas si loin, parce que à 40, Oui, c'est le deuxième, tu vois. C'est les deux premiers, c'est 18-30 ans. Bon, ça paraît oui. logique, tu vois. C'est l'adolescence, la fin de l'adolescence, les Ouais, l'entrée dans la études, vie l'entrée dans d'adulte, la ouais. vie active, etc. Voilà. Bon, là, c'est normal que ça bouge, voilà. Après, le deuxième, c'est 40 ans, voilà. Donc là, on n'est pas loin de ce que tu disais, tu vois. Et là, c'est un peu moins, mais c'est aussi beaucoup. Et puis, bah, il y a des gens qui passent bien leur quarantaine. Tu vois, c'est sans doute ça. Tu vois? Et puis il y a avant, mais ça, c'est avant, c'est aussi ça, c'est l'impact de l'éducation, tu vois, et cetera, quoi. Tu vois un peu le truc? Voilà. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a, c'est les travaux de Soto, voilà, qui sont assez intéressants, je trouve, de ce point de vue-là. Ensuite, on a les changements, singuliers, donc qui sont liés à des événements de vie, hein, par exemple, moi, je le vois chez les sportifs, quand je suis les sportifs, je leur fais régulièrement des questionnaires de personnalité tous les ans, par exemple, de saison en saison, tu vois? Et s'il y a eu des saisons qui ont foiré ou des trucs un peu bizarres, tu vois, bah, ça se voit ça peut se voir sur la personnalité, tu vois? Ça peut se voir. Ok. Ouais, ça peut se Ah voir. oui, ok, il y a le changement. Ah ouais, tu peux le voir. Alors c'est pas des changements aussi macroscopiques, mais tu peux voir des trucs Oui. comme ça. Alors bien sûr, toi, tu as des trucs de trauma, bien sûr, c'est le truc classique, hein, le trauma, dans la vie de tous les jours qui peut t'affecter et puis te rendre, bah, moins stable émotionnellement, tu vois? Plus anxieux et cetera, tu vois? Voilà, bon. Bon, ça, c'est important et puis il y a tous les changements intentionnels. Alors ça, c'est le plus c'est peut-être, aussi un courant de recherche qui se développe beaucoup aujourd'hui puisque forcément, comme on a vu que ça bougeait, on se dit: «Ah bah tiens, on va pouvoir aider les gens». On va pouvoir aider les gens. C'est ça qui est intéressant du coup. Voilà et donc on sait aujourd'hui qu'effectivement on peut changer, les traits de personnalité, donc avec des traits qui changent plus que d'autres, hein, globalement, tous les traits. L'ouverture d'expérience, c'est le truc le plus difficile à changer, a priori, parce que les autres, ça a l'air de bien marcher. On peut faire sur 10 séances, il y a des résultats qui montrent qu'en 10 séances, tu arrives à changer, des gens, moyennement consciencieux, les rendre plutôt consciencieux, tu vois? Et cetera. Et moi, j'ai avec un de mes doctorants un programme de recherche avec les sportifs, on travaille là-dessus, tu vois? Et en 8 séances d'une heure, réparties sur 2 mois, tu vois? Ou 3 mois, on arrive à avoir des changements spectaculaires de personnalité.
Mais ça se passe comment? Ça se passe par une sorte de TCC ou c'est des Ouais. habitudes qu'on lui implémente dans sa vie? Ça se passe comment? C'est ça, c'est un peu les méthodes que j'ai évoquées tout à l'heure, tu sais, sur le changement là, que j'ai donné, les interventions non cliniques. C'est basé un peu sur ces méthodes-là. Et nous, on fait ça avec un peu comme tu as à la fac sur Moodle, tu vois. On les inscrit sur un programme Moodle et qui est spécifique pour ça. Et puis ils choisissent un axe. Par exemple, tu dis, bah moi, on leur fait passer un premier questionnaire de personnalité. Donc du coup, on peut identifier les axes de développement potentiel. On pourrait dire, bah tiens, pour ton. Alors moi, je travaille avec le comité du Mont Blanc en ski, tu vois. Donc pour le ski et pour ta vie de tous les jours, ce qui serait intéressant, c'est par exemple que tu sois moins anxieux, par exemple, je sais pas, je prends ça comme exemple. Donc ils choisissent leur type ou plus consciencieux, je sais pas, basique, hein, tu vois. Donc après ils choisissent l'axe sur lequel ils veulent travailler. Et puis nous on leur implémente une méthodologie qui est la même pour tous, hein, la même méthodologie pour et chacun travaille sur son trait de personnalité, tu vois. Et tu travailles dessus pendant 8 séances et après on remesure nous, tu vois, et on regarde si ça a évolué, quoi. D'accord? Et puis on voit que ça évolue. Voilà. C'est assez spectaculaire. Exceptionnel. Et puis ils nous disent qu'effectivement ils avancent. Et puis les coachs qui sont autour disent ah ouais c'est vrai que ça avance, etc. Donc c'est bien. Donc on peut, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux changer profondément les façons de penser, les façons d'être affecté, les façons de te comporter avec des programmes et ça marche bien. Il y a des résultats qui sont tout à fait intéressants dans ce domaine-là. Et si tu veux, c'est du développement personnel sérieux, quoi. Sérieux, quoi. Pas basé sur respecte-toi ou fais attention à toi. Truc, des injonctions contradictoires en plus, souvent. Voilà. Donc la recherche, elle évolue beaucoup en ce moment là-dessus. Ça travaille beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, et notamment avec des applications, et notamment avec des systèmes en ligne, etc. Et est-ce que les changements que tu observes, tu t'as vu s'ils se maintenaient dans le temps ou pas? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, justement, ça retombe au défaut Non, les résultats de la recherche sont assez bons là-dessus, hein, sont pas mal, hein, en général. Alors moi, pour les miens, j'ai pas encore suffisamment de recul pour l'instant, parce que c'est des recherches qu'on mène en ce moment, donc il nous manque encore des données, etc. Mais globalement, d'une façon générale, ça fonctionne plutôt bien. Ah oui, donc c'est des vrais changements en plus au long terme. Oui, Waouh, c'est oui, parce que si c'était pas, exceptionnel pour 8 à 10 séances. mais oui, mais si c'était pas du long terme, tu pourrais dire que t'es pas au niveau de la personnalité, t'es encore au niveau des skills. Oui, c'est vrai. Tu vois, Oui, t'es oui. encore un niveau un peu en dessous. Et faut que l'action génère une façon de voir les choses un peu différente. Ok, super. Bah écoute, pour finir, je te propose la petite dernière question Allez. qui devrait être assez simple. Quelles sont les idées reçues les plus tenaces sur la personnalité que tu vois, que ce soit dans tes étudiants quand t'es à la fac, etc., et qui sont erronées et qui du coup pourtant continuent à avoir leur petite vie en public Ouais. Moi, je dirais deux trucs. Je dirais deux dimensions. La personnalité idéale. Tu vois, je pense l'exemple on a pris deux exemples dans l'après-midi, là, quand on a discuté. Le healthy neuroticism, tu vois, on pourrait dire les gens qui sont très névrotiques. Bah non, ça, il y a un impact, ça peut justement les aider à faire attention à eux. Ou les extravertes et les introvertis, tu te rappelles, hein, je te dis Ouais, le ouais. bouquin de Le pouvoir des introvertis, quoi, tu vois. Donc l'idée qu'il existe une personnalité idéale et ça, moi, je le vois beaucoup. Quand les gens, dans le développement des talents, par exemple en sport, ils disent ah lui il y arrivera pas, il est trop comme ça, ou il est trop comme ci, ou il est trop comme ça, tu vois. Et là moi quand j'entends ça, je me dis mais les gens ils ont pas compris qu'en fait chacun a des ressources et que c'est la combinaison de ces ressources qui peut permettre bah, d'être bien, d'être heureux et puis peut-être d'atteindre la lune si jamais tu veux atteindre la lune, quoi, tu vois, en fonction des situations dans lesquelles tu es. Donc ça je trouve c'est la première idée. Et puis la deuxième idée à déconstruire, c'est l'idée que la personnalité est stable et elle bouge pas. Lui il est comme ça, il sera toute sa vie comme ça. Alors, on sait heureusement maintenant qu'il y a certaines plasticités, tu vois, de changements possibles, etc. Et ça, je trouve ça important. Et quand t'expliques ça aux gens, les gens, souvent, ils disent, ah ouais, ah, ça c'est bien, hein. Puis finalement, heureusement, hein. Heureusement, parce que oui, bien sûr, les accidents de la vie, ça t'impacte et donc du coup ta personnalité elle est touchée. Et heureusement que c'est pas fini, quoi. C'est pas fini, que tu peux faire changer. Et quand tu mets ces deux idées ensemble, il n'y a pas de personnalité idéale et il y a de la plasticité et c'est changeable, modifiable en fonction des situations qu'on veut, du projet de chacun.
et ben, je trouve que ça augure de belles perspectives et ça permet à tout le monde d'avoir la perspective d'être heureux, de développer des bons projets et de prendre sa place dans la vie, quoi, et dans la société, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces, pour toutes ces paroles de motivation et qui, j'espère, auront permis aux gens, à ceux qui pensent qu'ils sont coincés, qu'ils sont condamnés à rester comme ils sont, de leur faire réaliser que non, les choses peuvent changer et qu'ils peuvent changer et aller voir des gens pour s'aider à changer, puisque tu as parlé, tu nous as donné tous les outils nécessaires. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, Denis. Avec plaisir. Merci de m'avoir fait participer à ce podcast avec beaucoup de plaisir. Bah, c'était un plaisir aussi. Au revoir. Au revoir.